Imaginez une Union européenne où chaque citoyen dispose de 2 votes, l'un pour un parti politique à l'échelle de l'UE et l'autre pour un représentant local. Chaque parti représente un candidat principal et le parti recueillant le plus de voix verra très probablement son candidat devenir le chef du gouvernement de l'Union. Cela semble être un excellent moyen de renforcer la transparence et la responsabilité, n'est-ce pas? Eh bien, devinez quoi? Ce n'est pas qu'une simple idée, c'est exactement ainsi que fonctionne l'Allemagne. Nous le savons, l'UE n'est pas un pays, mais nous faisons tout de même cette comparaison. Pourquoi? Parce que cette vidéo fait partie de notre série explorant tous les modèles vers lesquels l'UE pourrait évoluer et le système fédéral allemand est un cas intéressant à examiner. Mais avant de vous précipiter dans les commentaires avec des remarques absurdes du type « Vous voulez un 4e Reich ?» clarifions les choses. Non, ce n'est absolument pas le sujet. Nous analysons simplement le modèle fédéral. En réalité, un tel modèle empêcherait tout État membre puissant de prendre le dessus, car il permettrait un meilleur équilibre des pouvoirs. Alors, plongeons dans le sujet et imaginons à quoi pourrait ressembler une Union européenne à la manière allemande, et pourquoi cela peut bien être l'avenir flexible et démocratique dont l'Europe a besoin. Dans une fédération, il existe plusieurs niveaux de gouvernement. Un niveau national ou fédéral et un niveau régional. Le pouvoir est réparti entre ces niveaux, chacun disposant de sa propre constitution et des 3 branches de gouvernement. En 1, un pouvoir exécutif chargé de mettre en œuvre les lois et de gérer l'administration, un organe législatif chargé de créer et d'adopter des lois, et des tribunaux pour assurer la justice et résoudre les litiges. Dans le cas de l'Allemagne, le niveau national est appelé le Bund, et les 16 régions sont connues sous le nom de Bundesländer, États fédérés. Dans un modèle fédéral comme celui de l'Allemagne, ces Bundesländer disposent d'un pouvoir et d'une autonomie considérables. Commençons par examiner le niveau régional, les Bundesländer, en prenant la Bavière comme un exemple emblématique. La Bavière, comme tous les Bundesländer, a sa propre façon de faire les choses. Certains pourraient même dire que c'est un pays dans un pays. Avec la Landesverfassung, constitution d'État, la Bavière établit ses propres règles et préserve ses riches traditions tout en restant une partie intégrante de l'Allemagne. À la tête de l'exécutif bavarois se trouve le gouvernement d'État, le Landesregierung, dirigé par nul autre que Markus Söder, le ministre-président connu pour son amour de la Bavière. Söder veille à ce que le gouvernement applique les lois, maintienne un budget équilibré et assure le bon fonctionnement des services publics, qu'il s'agisse des écoles, des hôpitaux ou du déneigement des routes alpines pittoresques. Sur le plan législatif, la Bavière dispose de son propre parlement, le Bayerischer Landtag. C'est là que les représentants élus débattent et adoptent des lois, souvent dans le but de préserver les traditions bavaroises et peut-être aussi de s'assurer que l'Oktoberfest reste aussi spectaculaire que jamais. Mais grâce à ce parlement proche des citoyens, les Bavarois se sentent souvent étroitement liés à leurs représentants. Il n'est pas rare d'en croiser un dans le Biergarten local. Enfin, il y a le pouvoir judiciaire, où la Bavière et les autres États disposent de leurs propres tribunaux d'État. Ils veillent à ce que les lois soient appliquées équitablement et de manière cohérente, en résolvant les litiges et en rendant la justice. La Bavière possède son propre réseau de tribunaux qui traitent aussi bien les affaires locales que les sérieux cas, tout en respectant à la fois le droit bavarois et le droit fédéral. Ainsi, bien que la Bavière fasse partie du grand ensemble qui est l'Allemagne, elle conserve son caractère unique. Avec ses propres règles, ses dirigeants et une bonne dose de fierté bavaroise, elle illustre parfaitement comment chaque Bundesland est comme un mini-État doté de sa propre personnalité. Examinons maintenant le niveau fédéral de l'Allemagne, le Bund, l'élément central qui unit tout le pays. Au cœur du système se trouve le Grundgesetz, la constitution fédérale de l'Allemagne. C'est le livre des règles qui définit les pouvoirs du gouvernement, protège les droits des citoyens et garantit la coopération entre le Bund et les Bundesländer. À la tête de l'exécutif se trouve le gouvernement fédéral, dirigé par le chancelier, actuellement Olaf Scholz, mais probablement pas pour très longtemps. Le chancelier est la figure politique la plus puissante d'Allemagne, orientant la politique nationale, définissant les priorités et dirigeant le cabinet des ministres fédéraux. Sur le plan législatif, l'Allemagne dispose non pas d'une, mais de 2 chambres parlementaires chargées d'élaborer les lois. Le Bundestag, élu directement par le peuple, où sont débattues et décidées les politiques nationales, et le Bundesrat, qui représente les Bundesländer. Ce conseil garantit que les États fédérés ont leur mot à dire sur les décisions fédérales, notamment sur les questions qui les concernent directement. Ces 2 chambres travaillent ensemble pour créer un système équilibré, où la voix du peuple et celle des régions sont prises en compte.
Enfin, le pouvoir judiciaire est incarné par la Cour constitutionnelle fédérale, le plus haut tribunal du pays. Elle agit comme arbitre ultime, veillant à ce que toutes les lois et actions, qu'elles viennent du niveau fédéral ou des États, respectent le Grundgesetz. Ainsi, le Bund assure la bonne gestion du pays en traitant des grandes questions comme la politique étrangère, la défense nationale et la stabilité économique. Pendant ce temps, les Bundesländer gèrent les domaines clés comme l'éducation, la police et les infrastructures régionales. En revenant à notre aperçu, il existe en réalité un troisième et un quatrième niveau de gouvernement en Allemagne, les districts et les communes. Mais nous n'entrerons pas dans ces détails aujourd'hui, cela deviendrait un peu trop complexe. C'est maintenant que les choses deviennent intéressantes. Imaginons une UE basée sur le modèle fédéral allemand. Commençons par le niveau législatif, le Parlement fédéral. Actuellement, l'UE dispose de 2 organes législatifs. Le Parlement européen, composé de 720 membres, est le seul organe directement élu par les citoyens de l'UE. Et le Conseil de l'UE, constitué des ministres de chaque État membre, qui n'est pas élu directement. Dans une UE à la manière allemande, cette structure serait un peu différente. Le Parlement européen jouerait le rôle de la première chambre, comme le Bundestag en Allemagne, où les représentants sont élus par les citoyens de l'UE. Et le Conseil de l'UE fonctionnerait comme la deuxième chambre, le Bundesrat allemand, où les gouvernements des États membres auraient leur mot à dire sur les législations importantes. Ainsi, dans la première chambre de l'UE, les citoyens européens seraient représentés directement par 720 députés européens. Dans ce modèle, chaque citoyen disposerait de 2 votes. Le premier vote serait basé sur une circonscription locale. Bien que l'UE compte actuellement 27 États membres, ceux-ci pourraient être divisés en circonscriptions plus petites permettant aux citoyens d'élire directement leurs représentants. Le deuxième vote concernerait une circonscription pan-européenne. Par exemple, au lieu de voter pour les partis nationaux comme le CDU en Allemagne ou le PSD en Roumanie, les citoyens voteraient pour des partis à l'échelle européenne. La CDU pourrait s'allier à d'autres partis conservateurs européens pour former une alliance populaire européenne, tandis que le PSD pourrait rejoindre un groupe social-démocrate pan-européen. Ce système déplacerait l'attention politique nationale vers les objectifs européens communs, garantissant que les partis représentent les citoyens à travers toute l'UE et non seulement leurs pays respectifs. La seconde chambre fonctionnerait davantage comme le Bundesrat en Allemagne. Tout comme l'Allemagne, les représentants ne seraient pas élus directement par les citoyens, mais plutôt désignés par les gouvernements de chaque État membre. Cela signifie que chaque État membre disposerait de 3 à 6 sièges en fonction de sa population, élue par son gouvernement national. Cette chambre ne voterait pas sur chaque loi. Pour certaines décisions, l'approbation de la première chambre, modélisée sur le Bundestag, suffirait. La seconde chambre n'interviendrait que pour les décisions cruciales, telles que les nouvelles lois affectant la constitution de l'UE ou les traités, les lois impactant directement les responsabilités des États membres, comme l'éducation ou la police, et les lois concernant les relations financières entre l'UE et les États membres. Ce système préserve l'équilibre entre les intérêts du peuple, représentés par la première chambre, et les voix des pays individuels, représentés par la seconde chambre. Voilà donc notre branche législative. Mais qu'en est-il de l'exécutif et du gouvernement ? Actuellement, l'UE dispose de la Commission européenne, composée de 26 commissaires et d'un président de la Commission. Il y a également un président du Conseil européen, mais restons simples pour cette vidéo. Dans notre UE du style allemand, les choses changeraient radicalement. La Commission passerait de 27 à un gouvernement de 14 membres, chacun membre étant responsable d'un département spécifique. Ainsi, vous auriez un commissaire pour les finances, un pour les affaires étrangères, peut-être un pour la défense, et ainsi de suite. À la tête, vous aurez toujours un président, probablement quelqu'un comme Ursula von der Leyen dans le contexte actuel. Mais voici le grand changement. Au lieu que les dirigeants de l'UE désignent le président de la Commission en coulisses, les citoyens auraient un mot à dire direct. Dans une UE du style allemand, chaque parti pan-européen désignerait un candidat principal pour la présidence avant l'élection. Les citoyens de toute l'UE voteraient ensuite pour ces partis pan-européens lors d'une élection unique et unifiée. Le parti obtenant le plus de voix travaillerait à former une coalition avec d'autres partis pour obtenir une majorité au Parlement européen. Une fois la majorité établie, elle élirait le nouveau chef de gouvernement, qui serait généralement le candidat principal du plus grand parti de la coalition. Ce système rendrait l'exécutif de l'UE beaucoup plus démocratique et transparent, offrant aux électeurs une voix claire sur la personne qui dirige l'Union tout en maintenant un gouvernement fort et efficace. Passons maintenant au troisième pilier du gouvernement. Dans une UE du style allemand, le système judiciaire comporterait une cour constitutionnelle forte et indépendante. Cette cour veillerait à ce que les lois de l'UE soient conformes à un cadre constitutionnel et protègent les droits fondamentaux des citoyens. Bien entendu, l'adoption de ce modèle nécessiterait que l'UE adopte une constitution.
Voici donc comment l'UE serait structurée de manière fédérale. Mais qu'en est-il des États membres, ou comme on les appelle en Allemagne, les Bundesländer? Ils conservent une grande part de leur souveraineté. En suivant le modèle allemand, il y aurait une séparation claire des pouvoirs. L'UE fédérale aurait le contrôle de la politique étrangère, de la défense et du changement climatique, garantissant une approche unie sur les grandes questions nécessitant une coordination. En revanche, les États membres géreraient des domaines tels que l'éducation, la santé et les forces de l'ordre local. Chez l'UE simplifiée, nous admirons 3 caractéristiques clés du système démocratique allemande. Le système à 2 voix. Une voix pour élire un représentant local, garantissant que les intérêts locaux soient directement pris en compte, et un autre pour un parti, reflétant les priorités nationales plus larges. Le processus du Splitkarteniten. Une méthode transparente et démocratique pour choisir le chancelier allemand, permettant aux électeurs de savoir exactement pour qui ils votent. Et enfin, la division fédérale des pouvoirs, un équilibre bien défini entre les niveaux fédéral et régional, assurant que les questions locales soient traitées au plus près des citoyens, tandis que les enjeux nationaux sont abordés collectivement au niveau des pays. Cette vidéo fait partie de notre nouvelle série sur l'avenir de l'UE. Vous venez de regarder la partie 3, alors si vous n'avez pas encore vu la partie 1, où nous explorons ce que signifie la fédéralisation, et la partie 2, où nous examinons le modèle suisse, n'oubliez pas d'y jeter un œil. La partie 4 sera bientôt disponible, où nous étudierons les mêmes systèmes fédéraux en Autriche, en Belgique et peut-être même en Russie. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'analyses et de liker la vidéo si elle vous a plu. À la prochaine!